Dans cette édition spéciale Smartech Parole d'élus qui est tournée au Congrès des villes de France 2026, on va parler des femmes entrepreneuses dans les villes de taille moyenne. Comment ça se passe pour elles? Quels sont les dispositifs d'accompagnement? Est-ce que c'est un atout? Quelles sont les difficultés quand on a un ancrage en région très fort, alors qu'on a encore beaucoup de débats, et ici aussi sur la question de la décentralisation? On en parle avec mes trois invités. Anne-Sophie Thomas, bonjour. Bonjour. Cofondatrice présidente de Gestia Solidaire, qui est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, basée à Lyon, mais active aussi en Ile-de-France, on en parlera. À côté de vous, Laure Maillefaux. Bonjour Laure. Bonjour. Enseignante d'anglais. Vous êtes gentille d'ailleurs de parler en français avec nous, c'est très sympa. Avec plaisir. Formatrice, entrepreneuse, après plus de 20 ans passée dans un établissement scolaire du primaire au supérieur. Vous êtes créatrice de l'application éducative immersive pour apprendre l'anglais aux enfants. Ça s'appelle Le Monde de Sacha. Et Sophie Marchand est avec nous également. Bonjour Sophie, directrice des projets innovants Orange Auvergne-Rhône-Alpes et puis administratrice de la French Tech Saint-Étienne-Lyon. Voilà pour le plateau. Je voulais qu'on démarre ensemble sur cette question parce que je m'interrogeais sur le sujet de l'ancrage régional, mais Gestia Solidaire, je vous ai basé à Lyon. Vous êtes aussi actif en Ile-de-France. Pourquoi? Parce que c'est un passage obligé quand même de passer par Paris et l'Île-de-France. Alors, il y a une réalité de marché, ça l'a été pour Gestia Solidaire, c'était de se dire que le plus gros marché, en tout cas sur le logement, il est quand même en Île-de-France. Donc oui. On avait besoin d'être implanté là-bas parce qu'aussi on a une mission d'utilité sociale qui est de loger des personnes. Et on sait que dans les grandes villes en tension comme Paris, Lyon, Marseille, Lille, on a le plus grand nombre de personnes mal logées. Ça n'empêche que vous pilotez ça depuis Lyon. C'est ça. Et pourquoi ce choix finalement de ne pas avoir monté l'activité directement en Ile-de-France, là où vous dites qu'il y a finalement le plus d'activité sur ce sujet de l'hébergement? Alors, en tant qu'entrepreneur, on est originaire d'un territoire et justement, moi, j'étais originaire de Lyon. Donc, c'est là que j'ai démarré avec mes études dans le domaine de l'immobilier. J'avais cet ancrage territorial, le réseau aussi et l'envie de développer sur mon territoire mon activité. Donc, je voulais sincèrement que mon entreprise, elle soit implantée, le siège soit à Lyon. Mais en termes de stratégie, j'avais aussi envie d'aller sur des plus grandes villes pour développer l'activité. Laure Maillefaux, vous vous êtes pas posé la question. On peut apprendre l'anglais et l'enseigner de n'importe où, finalement, à distance aujourd'hui, via les applications. Oui. Mais est-ce que le sujet de développer une activité, quand même, en région, vous êtes posé la question du soutien, de l'encadrement? Tout à fait. C'est la même raison que Anne-Sophie, c'était le territoire. Et puis j'ai cette volonté de dire que, en fait, tout ne vient pas de Paris. Et qu'en région, il se passe de belles choses. Et donc, je voulais que mon entreprise commence aussi en l'Isère, à Vienne, chez moi. Oui, donc il y a une histoire de conviction qui est très forte. Sophie, vous la constatez, vous, au sein de l'activité de la French Tech en Auvergne-Rhône-Alpes, cette conviction que, oui, il se passe des choses en région et il faut que ça se sache, quoi. Oui, complètement. En particulier, je pense, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est quand même une région très dynamique dans l'innovation, dans le monde des startups. Il y a juste ces derniers jours, là, est sorti un baromètre Startup France Digital qui recense plus de 1300 startups dans la région. Ça en fait la deuxième région en termes de dynamisme économique de France. Et c'est pour ça aussi que, effectivement, vous parliez de la French Tech, une association comme la French Tech Saint-Étienne-Lyon a un rôle essentiel pour aider toutes ces startups à s'orienter dans un écosystème très riche, très dynamique, et puis fédérer tous les acteurs qui vont participer et rendre possible la création de valeur sur notre territoire. Oui, alors d'ailleurs, on a reçu en ouverture tout à l'heure dans le direct de Parole d'élus, on a reçu l'association Adira, 57 ans d'existence qui rassemble les professionnels du numérique. Donc on voit effectivement le dynamisme de la région. C'est bien de le rappeler. Anne-Sophie, vous gérez aujourd'hui combien de logements? On gère plus de 300 logements. Donc on existe depuis plus de 6 ans et l'idée de Gestia Solidaire, ça a été d'aller chercher des propriétaires particuliers qui s'engagent, donc ils sont 250 au sein de Gestia Solidaire, à nous avoir confié un ou plusieurs biens et on les gère à Lyon et Paris principalement. On en a 150 à Lyon, 150 à Paris, c'est réparti. Il y a beaucoup de parcs privés non exploités aujourd'hui dans les collectivités?
Alors, il y a une réalité où il y a du parc vacant, notamment dans les grandes villes. On en entend beaucoup parler, surtout pendant les municipales. Ça a été un sujet repris par des partis politiques sur la vacance des logements dans les grandes villes, parce qu'on se dit que face au mal logement, ces logements vacants pourraient être une solution. La réalité, c'est quand même que ces logements vacants, souvent, ils le sont pour des raisons structurelles, parce que les propriétaires n'ont pas les moyens de refaire les rénovations énergétiques. C'est un coût, et aussi, dans les villes, on a des copropriétés, donc il faut un accord de tous les copropriétaires. Donc ça peut être compliqué. Et il y a aussi des logements qui sont vacants une partie de l'année, mais utilisés quand même par les propriétaires pour de la résidence secondaire. Donc on se rend compte qu'en fait, ces logements, ils sont vacants et ils existent dans les grandes villes, mais ils ne vont pas répondre entièrement aux problématiques de mal logement. On peut en capter certains, on peut en transformer. Il y a ce gisement existant, mais il faut quand même apporter d'autres solutions, et c'est ce qu'on apporte avec Gestia Solidaire. Et vous êtes une association. Les élus, ils ont un rôle à jouer aussi quand même sur ce sujet. Comment est-ce que vous collaborez ensemble? Alors nous, on est entre l'association et l'entreprise, on est une structure ESUS, agréée ESUS, et justement, on est une entreprise qui va collaborer avec les collectivités, les associations, et on pense justement que ce triptyque, il est très important de pouvoir travailler avec les pouvoirs publics, parce que pour nous, on est un relais des angles morts des politiques, et surtout, on a cette action possible qui est différente que le public, de se dire que l'État, souvent, ou la collectivité, elle va être plus en mode répressif, pour dire à un propriétaire, vous ne louez pas, vous allez avoir une taxe supplémentaire, ou vous devez faire des travaux. Nous, on accompagne et on fait plutôt de la médiation, et c'est comme ça qu'on peut travailler avec, par exemple, la métropole de Lyon sur des arrêtés de péril pour convaincre le propriétaire à passer en location solidaire et transformer des logements en logements abordables. Ça ne doit pas être toujours facile aussi quand on est... Alors, vous êtes une entreprise, vous avez raison de le rappeler, solidaire d'utilité sociale. Quand on est une entreprise et qu'on s'adresse à des élus sur des questions aussi complexes, comment est-ce que un réseau comme la French Tech peut accompagner les entrepreneurs sur des sujets comme ça très spécifiques finalement? Alors, c'est justement l'intérêt d'avoir un réseau qui rassemble des acteurs publics et des acteurs privés, puisque en particulier les métropoles sont impliqués dans le programme de la French Tech. Je pense en particulier à un programme qui s'appelle Lyon Startup, qui est soutenu par la métropole de Lyon, opéré par la French Tech. Donc là, on voit qu'il y a des ponts assez naturels qui vont se créer. Et puis, je pense aussi des acteurs privés comme nous, Orange, et c'est ce qu'on fait à travers le programme Femmes Entrepreneuses. On a un écosystème qui est un écosystème d'acteurs publics et privés, et on est capable de construire ces ponts dont ont besoin en particulier des petites entreprises qui n'ont pas encore la notoriété qui leur ouvre toutes les portes. Et les femmes en particulier sont importantes parmi les entrepreneuses de la French Tech Auvergne-Rhône-Alpes? Alors, globalement, les femmes sont plutôt sous-représentées dans le monde des startups. Oui. Elles sont sous-représentées dans le monde de l'entrepreneuriat. Et comme elles sont aussi sous-représentées dans le monde de la tech, les startups qui réunissent les deux, ça fait deux. C'est la double peine. Pour autant, il y a des choses qui bougent parce qu'il y a des programmes volontaires pour faire changer des choses. C'est le cas effectivement c'est même l'objet du programme Femmes Entrepreneuses d'Orange. Et concernant la French Tech, il y a effectivement une politique très volontariste de mise en avant des femmes. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est pas pour rien. Ce sont 2 femmes qui sont coprésidentes de la French Tech de Lyon. Il y a énormément de femmes impliquées dans le bureau de la French Tech, et il y a la mixité à la French Tech de Lyon. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un effort. C'est pas non plus encore naturel. Oui, absolument. Alors, Laure, parlez-nous un peu de votre application, Le Monde de Sacha. Les Français ne sont pas particulièrement bons en anglais. On est d'accord, c'est ça? Oui. Alors, bon en anglais. Alors, mais comment vous attaquez à ce sujet? Parce qu'il y a déjà beaucoup d'applications disponibles. Tout à fait. Plein de cours d'anglais qu'on peut prendre aujourd'hui à distance. Oui, c'est vrai. On peut prendre des cours d'anglais à distance, et l'éducation nationale demande à ce que les enfants apprennent l'anglais à partir du CP. En revanche, les Français ne sont pas bons en anglais, mais ne sont pas bons à l'oral. Et moi, c'est à l'oral que je m'attaque. Je m'attaque à l'expression et à la compréhension. Oh oui, à l'écrit, on se débrouille. Ok. On se débrouillera toujours. Les Français sont quand même très scolaires. Donc il y a vraiment une excellence scolaire. Il y avait, mais il y a encore une excellence scolaire au niveau de l'écrit.
Mais au niveau de l'oral, c'est de la bête noire des Français. Ouais. Dès qu'on dit qu'on demande à parler anglais, tout de suite, on a une crispation, on a une crainte, on a des appréhensions. Et donc, le monde de Sacha, le but qu'on s'est fixé, c'est de lever cette appréhension par un enseignement précoce, en immersion par le jeu. Quel âge? Pour 4 ans. Dès 4 ans. Dès 4 ans, ouais. D'accord. Et en école, moi, je commence à 2 ans et demi. Et c'est une application, mais on parle, c'est ça? Ouais. On parle. Dans l'application. L'application parle. Le petit bonhomme, Sacha, parle aux enfants. Ouais. Il s'exprime, il leur pose des questions. Et les enfants, naturellement, sont dans une espèce de mimétisme avec le petit personnage. Et donc, échangent naturellement sur des... Et même s'ils ne comprennent pas, vous savez, on a tendance à croire que les enfants ne comprennent pas, mais ils ont appris le français sans le comprendre. Oui. C'est en immersion. Et donc, c'est ce qu'on reproduit via l'application. Mais avec, je mets un mais, excusez-moi, la question de l'écran. Parce que ça passe à travers, j'imagine, un appareil comme ça, un smartphone. Donc il y a quand même ce frein, immergé dans l'anglais, d'accord, mais immergé dans un écran, on n'a pas forcément envie, dès 4 ans, que son enfant soit face à un écran. Absolument. Alors moi, je suis maman et mes enfants, je les ai pas élevés avec des écrans. Donc ma priorité première, c'était justement, nous sommes dans un monde où les enfants sont des digital natives, Oui. donc ils sont nés avec les écrans, ils n'y y échapperont pas. Par contre, un numérique responsable, encadré, contrôlé dès le plus jeune âge, ça va faire des jeunes qui ne seront pas forcément avec un écran collé à la place de la main. L'application a une durée le jeu, c'est 15 minutes maximum. D'accord. Voilà. Chaque session est de 15 minutes maximum. Et on a un double volet, c'est qu'en fait, il y a une partie enseignant. Et donc, c'est les enseignants qui peuvent déjà, dans un premier temps, utiliser l'application pour eux, enseigner déjà correctement, parce qu'en fait, ils ne parlent pas anglais, mes collègues. Eh oui, Ils ne parlent pas anglais. effectivement. Voilà. Ça, c'est un excellent sujet. Et oui, on leur Ouais. demande d'apprendre une langue qu'ils ne maîtrisent pas et qu'ils ne comprennent pas et qui leur fait peur. Vous imaginez bien que les enfants, derrière, vont avoir peur. Et donc, c'est pour casser tout ça que l'application est là pour accompagner les enseignants d'une part et ensuite accompagner les parents et les enfants pour apprendre l'anglais. Et alors, Laure, vous êtes combien aujourd'hui dans l'équipe Derrière le Monde de Sacha? Nous sommes 5. 5 personnes. Ouais. C'est en tant que femme entrepreneuse, Oui. vous avez besoin aujourd'hui de soutien. Je sais pas, pour travailler justement avec 5 personnes, ça demande de commencer à avoir un peu de méthode de management, par exemple, gérer des budgets. Oui. Tout ça, quand on est prof d'anglais, c'est pas forcément inné. Absolument. Et là, je vais rebondir sur le programme French Tech dans un premier temps, Ouais. que j'ai suivi. J'ai été accompagnée par la French Tech en tant qu'entrepreneuse, tremplin, incubation, aujourd'hui avec Orange. Et ces programmes sont aussi dédiés à l'outillage. On nous outille, on nous équipe pour pouvoir faire le shift et changer de profession. Jusqu'à il y a encore un an, j'étais prof. Aujourd'hui, je peux dire, je suis prof et entrepreneuse. Ouais. Et je vais devenir chef d'entreprise à la fin du programme HEC. Je sais que je serai une femme entrepreneuse, chef d'entreprise. Outillage, quel genre d'outillage, par exemple, les femmes entrepreneuses chez Orange, quel outillage vous fournissez? Alors dans ce programme, on accompagne donc des femmes qui créent leur entreprise dans le numérique. L'accompagnement, il dure une petite année. Déjà, c'est une promotion de 10 et ça, c'est important parce que c'est un groupe qui va se soutenir avec des problématiques à partager dans des sessions type co-développement où on progresse ensemble. Et ce qu'on va leur apporter, c'est des ateliers sur des sujets très concrets qui sont les problèmes de tous les entrepreneurs, c'est-à-dire trouver des clients, trouver du financement. Des ateliers aussi plus orientés sur le développement personnel, leur parler de la posture de dirigeant, l'audace, la confiance en soi, complexe de l'imposteur, c'est des choses sur lesquelles je pense que l'accompagnement va les aider. Et puis, originalité d'un programme, d'un grand groupe, il y a du mentoring, c'est-à-dire que chacune d'entre elles est accompagnée par un cadre d'Orange qui joue un rôle de regard distant, miroir, pour les écouter et les aider sur leurs problématiques. Et enfin, on les accompagne aussi par une mise en visibilité de leur projet. C'est un peu ce qu'on disait sur leur ouvrir notre écosystème de grands groupes auprès de médias, clients. Les faire venir dans Smartech, par exemple. Par exemple. On est ravis. Vous avez le syndrome de l'imposteur? Vous Moi, diriez ça? Non, parce que moi, je suis née dans l'immobilier, donc j'ai fait toutes mes études, mon réseau. Donc, quand j'ai entrepris, en tout cas, je savais que j'avais l'expertise, donc c'était peut-être plus pas facile. posé cette question-là. Non, je me suis pas posé la question. D'accord. Et pour autant, quelle sorte d'accompagnement vous semble nécessaire aujourd'hui dans votre activité?
L'accompagnement qu'on a pu avoir avec Orange, c'est nécessaire parce que quand on est dans son entreprise, on y croit, c'est souvent des projets de cœur, en tout cas pour moi ça en était un, et on a besoin de prendre du recul. Donc c'était vraiment un programme d'accompagnement qui permet aussi d'avoir un sas de décompression, être avec des pairs qui vivent les mêmes étapes, pouvoir faire tout ce qui est effectivement miroir pour voir les problématiques peut-être différentes, d'un angle différent des fois quand on est bloqué sur un sujet. Donc c'est vraiment ça qui est challengeant et le type qui nous de aide. sujet qui peut bloquer, est-ce que ça concerne le financement, le modèle économique? Est-ce que c'est là où on a besoin vraiment d'aide? On a besoin d'aide, je pense, au démarrage pour se structurer, comprendre qu'effectivement on va avoir besoin de financement, par quel bout on le prend, parce que finalement c'est souvent on peut se mettre des blocages, on ne sait pas dans quelle étape aller. Donc vraiment c'est des aides qui nous permettent de voir d'autres entrepreneurs qui vivent les mêmes choses et aussi d'avoir des mentors qui nous aiguillent, nous donnent les bons contacts, on gagne du temps. Oui. Sur la question du modèle économique, vous voulez être posé dès le départ pour une application. C'est compliqué de répondre à ce sujet parce que ça fonctionne quand c'est gratuit, mais il faut parfois mettre du payant. Si vous vous adressez aux enseignants, à qui vous la commercialisez, à l'enseignant en tant que particulier, vous passez par l'éducation nationale. Comment vous réfléchissez à toutes ces questions ? Alors, je suis issue donc du milieu de l'enseignement. J'ai été directrice d'un centre de formation. Et très naturellement, je me suis dit qu'il fallait s'adresser aux établissements scolaires et proposer l'outil aux établissements. Et pas qu'à un enseignant, mais à l'établissement dans sa globalité, donc proposer un tarif qui soit abordable. Aujourd'hui, on réfléchit à proposer à des subventions éventuellement qu'on pourrait proposer pour ne pas que ça pèse trop lourd sur les budgets des établissements. Mais c'est d'abord les établissements, parce qu'en fait, les enfants, c'est d'abord à l'école que ça se passe, et ensuite, ce sera à la maison, et ensuite, on poursuit à la maison. Le monde de Sacha, c'est un pont entre l'école et la maison. On travaille à l'école, mais on poursuit aussi à la maison ce travail. Mais là, vous parlez des établissements scolaires, oui. Publics, privés, les deux ? Les deux. Parce que la question de la commande publique, de réussir à obtenir des budgets de la part des administrations, des établissements scolaires, j'imagine que pour vous, vous avez le même sujet. C'est une complexité supplémentaire pour un entrepreneur et une entrepreneuse d'aller chercher l'argent là dans le public, non ? Alors oui, c'est compliqué, surtout nous, comme je l'ai expliqué, on n'est pas une association, donc c'est très compliqué de se faire subventionner par l'administration publique sans être en concurrence déloyale. Donc il faut passer par des marchés. Oui. Donc nous, notre modèle était créé de toute façon pour être indépendant et non dépendant de subventions. On en a ponctuellement, mais sur des projets qu'on identifie en amont. Mais dès le démarrage, on savait qu'on devait, de toute façon, nous-mêmes commercialiser, faire du chiffre pour pouvoir après développer l'activité. Oui. Et de votre côté ? Alors moi, j'ai commencé par les établissements privés, puisque c'est ceux qui ont le plus facilement accès à la ressource, qui c'est plus simple. Mais l'idée, c'est quand même d'aller vers des établissements d'enseignement public, parce qu'en fait, c'est une ressource pour tous les enfants. Et donc, plus j'aurai de personnes qui utiliseront l'appli, et moins elle sera coûteuse. Donc, c'est vraiment une idée de tabler sur un nombre pour la rendre accessible à tous. Le premier degré relève des mairies, au niveau municipal des mairies. Ouais. Donc, j'avoue que aujourd'hui, c'est une occasion rêvée. Je suis au congrès des maires. Vous avez tous les maires à disposition. Voilà, exactement. Tous les maires à disposition. Et puis, envie vraiment de faire connaître l'application en France. Alors aujourd'hui, on a commencé avec quelques écoles partenaires en Auvergne-Rhône-Alpes, mais il y en a une sur Antibes. Il y en a déjà une à Valence. Donc on ne reste pas en Auvergne-Rhône-Alpes. Et je suis vraiment ravie de cette possibilité de pouvoir avoir accès aux maires. Mon propre maire, le maire de la ville de Vienne, que je remercie avec ses équipes parce qu'ils ont été d'un grand soutien depuis le début de cette activité. Et donc on trouvera des solutions. Ouais. On trouvera des solutions. Bah, je vous vois très volontaire, j'en suis persuadée. Ce sujet de la commande publique, c'est un sujet qu'on entend mais tellement régulièrement auprès de l'écosystème tech en France. On n'est pas assez suivi, on nous fait pas confiance, on n'est pas assez connu, on n'est pas assez visible. On manque d'achats publics. Vous êtes d'accord avec ça ? Vous avez l'impression que ça bouge un peu Je sais pas, je trouve que c'est d'autant plus urgent comme question à l'heure où on parle beaucoup de la souveraineté. On parle de la souveraineté, donc en particulier sur nos sujets tech, ça veut dire
réduire la dépendance qu'on a aujourd'hui vis-à-vis d'acteurs américains et asiatiques. Et si on ne commence pas en achetant à des jeunes entreprises françaises, en les aidant à se développer, on réglera jamais le problème. Donc je pense que c'est plus urgent que jamais de se poser effectivement la question d'une forme de préférence au nom de la souveraineté nationale dans la commande publique. Et oui, c'est encore très compliqué aujourd'hui. Alors c'est l'objet d'ailleurs ça ne concerne pas la commande publique, mais la French Tech a lancé un programme qui s'appelle Je choisis la French Tech, oui, dont Orange est signataire. Et c'est effectivement cette idée de dire, en l'occurrence, que des grands groupes français s'engagent à acheter auprès d'entreprises, PME, start-up françaises de préférence. oui. Et ça, vous commencez à en voir les résultats, parce que derrière les discours, est-ce qu'on voit les résultats de « Ok, je fais cette démarche quand même d'aller chercher s'il n'y a pas une solution équivalente française ». Alors, après, ça serait intéressant d'avoir votre avis, mais nous, chez Orange, oui, on voit, enfin, en tout cas, on voit aujourd'hui les efforts qui sont faits chez nous pour se rapprocher. Et moi, ça fait partie de mon rôle de bien connaître les innovations du territoire, pour pouvoir dire à Orange, tiens, là, on est en train de développer, nous, des choses sur la cybersécurité, sur l'IA. Il y a des acteurs dans la région qui peuvent nous aider. Et effectivement, je vois notre fonds d'investissement qui a investi dans des startups lyonnaises, une autre de Grenoble qui commence à travailler avec Orange. Donc, oui, il y a des choses qui évoluent, je pense. Ouais, vous voyez, oui, c'est un argument que vous utilisez, ça. Voilà, il y a aujourd'hui cette préoccupation de la souveraineté, notamment dans les applications. Alors c'est Le Monde de Sacha ou Sacha Worlds. On se dit tiens, c'est peut-être américain finalement. Non, est-ce que vous utilisez cet argument de la tech française, de l'économie française? Oui. Oui, absolument, parce qu'en fait, pour moi, dans mon application, c'est une application qui est vraiment attachée et qui est conforme au programme scolaire. Donc on est dans le réglementaire, on est sur une application qui est simple et qui est conforme aux besoins des enseignants du primaire, c'est-à-dire quelque chose de facile à mettre en place, qui ne demande pas de travail, qui se déploie et qui, même s'il ne parle pas anglais, peut être utilisé par les enfants en autonomie. Et donc là, on est dans un sujet où quand je vais voir les écoles, je leur dis, alors dans le territoire, c'est de chez nous. Et vous allez co-développer une appli qui est de chez nous, avec nos besoins à nous et pour nos enfants en premier. Oui. Mais parfois, enfin, peut-être ça a changé, mais parfois c'était pas forcément un argument qu'on avait envie de mettre en avant parce qu'on se disait on va être moins pris au sérieux qu'une grande boîte étrangère, anglaise, pourquoi pas même. Ça a bougé. Vous avez l'impression que ça a bougé? Oui, ça a bougé, mais après nous on n'est pas forcément dans la tech, on est plutôt dans l'innovation d'usage et on a beaucoup de sujets effectivement de pouvoir répondre à des appels d'offres publics, oui, en tant que structure locale. Et on sait que dans les cahiers des charges, de plus en plus, avec les collectivités, les municipalités, il y a une demande que ce soit les acteurs du territoire et notamment pour faire face peut-être à des entreprises beaucoup plus grandes et aussi internationales, c'est de pouvoir faire des coalitions. Donc nous, on travaille aussi beaucoup avec d'autres acteurs du territoire qui sont sur les mêmes sujets que nous du logement pour faire des coalitions à l'échelle aussi européenne pour répondre à des enjeux du logement vacant. Oui. Donc vous dites même c'est un argument, oui, en fait, en votre faveur aujourd'hui, l'ancrage régional. C'est ça. Exactement. Arriver à dire que sur les territoires, on fait travailler les acteurs des territoires et on répond parce qu'on connaît aussi les besoins de nos territoires pour apporter les meilleures solutions. Mais vous avez parlé de l'Europe, ça veut dire que vous prenez quand même en considération la dimension internationale. On reproche parfois à la tech française d'être trop franco-française et de pas assez penser international tout de suite. Est-ce que c'est le cas aussi dans les entreprises que vous voyez au sein de la French Tech Auvergne-Rhône-Alpes? Oui. Vous leur dites d'aller penser international aussi? Oui, on le dit, mais après c'est pas si facile parce que les difficultés, elles sont aussi réglementaires. On a beau parler de l'Europe, l'Europe c'est quand même autant de règlements que de pays. Oui. C'est autant de langues, j'exagère, mais voilà, c'est plusieurs langues. Donc le levier de passage à l'échelle, il est quand même plus compliqué. En tout cas,
C'est plus compliqué de passer de la France à l'Europe que pour une start-up américaine d'avoir tout de suite le marché des États-Unis. Donc, moi, ce que Alors, il y a la j'observe- discussion sur le 28e régime qui permettrait de simplifier les démarches administratives pour les startups qui se déploient dans Tout à les fait. pays de l'Union européenne. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois des startups françaises qui vont le marché sur lequel elles arrivent à aller, j'ai l'impression plus facilement, c'est le marché canadien, parce que alors déjà il y a le Québec francophone qui fait une sorte de porte d'entrée vers le marché nord-américain, et puis derrière, ça aide probablement à la transition vers les États-Unis. Mais il y a beaucoup de programmes effectivement entre Québec et France qui se développent, j'observe. Vous opinez du chef, pourquoi vous travaillez aussi avec le Canada? Moi, j'ai fait ma thèse sur l'impact des politiques publiques sur le logement, justement, au Canada. Et ça m'a beaucoup inspiré après pour développer mon modèle en France. Et ce qui vous a inspiré, c'est quoi? C'est un état d'esprit un peu plus nord-américain, c'est ça? Qui Une est différent facilité de- pour se loger parce que effectivement, eux, dans leur démarche, ils ont des lois moins protectrices, malheureusement, dans le travail et pour le logement. Mais ça donne aussi une fluidité. Par exemple, pour se loger au Canada, on a seulement besoin d'avoir une cotation, donc c'est lié à sa régularité de paiement bancaire, que le propriétaire consulte. Et tout de suite, sans dossier, on peut louer un logement pour un bail de 3 ans. Et par contre, si on ne paye pas, on se fait expulser très facilement. Mais ça fluidifie aussi le parcours d'accès à un logement. Donc ça faisait partie de la recherche. Et ce que je développais tout à l'heure, c'était de dire que on vise aussi de travailler à l'échelle européenne pour faire de la recherche sur les pratiques des autres pays alentours et s'enrichir aussi dans nos propres pratiques. Ah, très intéressant. Et si on peut faire bouger un petit peu nos règles en prenant exemple sur ce qui fonctionne, c'est ça l'objectif. Faire des coalitions pour montrer qu'effectivement, peut-être en travaillant à plusieurs, en faisant bouger des règles qui créent des fois des déséquilibres et des externalités négatives, on peut réussir à développer des modèles plus pérennes et transfrontaliers. Vous pensez à l'international aussi avec l'application Sacha Words? Oui, bien sûr, bien sûr. On parlait du Canada et moi, pareil, j'ai beaucoup d'inspiration dans mon modèle, dans l'enseignement, dans la pédagogie. Le Canada est très avancé, tout ce qui est neurosciences et puis les techniques d'apprentissage. Donc l'application s'en est enrichie aussi. Et effectivement, je pense à l'international. Il y a des pays francophones qui ont besoin, qui visent aussi à apprendre l'anglais. Au Canada, on apprend l'anglais du côté francophone. Et puis il y a les pays d'Afrique du Nord, il y a l'Afrique. Ça vous fait des déploiements possibles à l'international. Merci beaucoup à toutes les trois d'être venues sur ce plateau partagé avec Parole d'élus. C'était Smartech que vous retrouverez donc très bientôt sur Bismart. Merci beaucoup.